Alors, on est pile à l'heure pour démarrer la troisième et dernière table ronde. Merci à tous d'être encore présents pour participer à cet événement et également à distance pour toutes les personnes qui nous suivent à distance. Merci à vous. Donc notre troisième table ronde porte sur la traçabilité des dispositifs médicaux implantables à l'hôpital et nous invitons sur la scène Anne-Françoise Germe, pharmacienne, praticien hospitalier au CHRU de Lille, et qui représente également Europharmat, la société savante. Nous avons également Patrick Mazot, pharmacien hospitalier également au CHRU de Lille et qui représente également la société savante Europharmat. Mohamed Tia, qui est pharmacien hospitalier et responsable des DM stériles au Grand Hôpital de l'Est francilien, le GEF. Et Éric Sebelin, qui est expert interopérabilité, le mot de cette séance, pour l'Agence du numérique en santé. Alors, prenez place. Par contre, il va nous manquer un micro. Si vous pouvez faire micro commun, et sinon, en effet, ça devrait s'enchaîner correctement. Donc, est-ce que vous voulez dire un petit mot sur votre responsabilité à chacun déjà à l'hôpital ? Oui, bonjour, Anne-Françoise Germe, je suis pharmacien au CHU de Lille. Depuis une vingtaine d'années, je suis sur le secteur des dispositifs médicaux et je suis actuellement responsable de cette unité et je suis membre de la commission technique d'Europharmat. Merci Anne-Françoise. Patrick ? Oui, non ? Là maintenant, oui. Oui. Merci. Patrick Mazot, également pharmacien au CHU de Lille, membre de la commission technique Europharmat et je m'occupe des approvisionnements de la pharmacie du CHU. Merci. Mohamed Tia. Non, mais il est vers le haut. Oui, donc Mohamed Tia, pharmacien sur le site de Marne-la-Vallée, qui fait partie du groupe du Grand Hôpital de l'Est francilien, donc composé du site de Meaux, de Coulommiers et de Jouarre. Donc responsable des dispositifs médicaux et matériaux vigilants. Merci. Et notre quatrième intervenant, Éric Sebelin. Oui, bonjour. Je ne travaille pas à l'hôpital, mais à l'Agence du numérique en santé. Et en tant qu'expert interopérabilité, effectivement, on verra tout à l'heure pour les aspects de traces et puis d'événements qui seront envoyés. Mais donc, je travaille dans le cadre du CISIS, du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé. Merci. Et donc, pour démarrer cette table ronde, on pensait important de vous faire un petit point réglementaire, car le sujet du dispositif médical implantable est complexe. Et donc, Anne-Françoise, si vous avez la possibilité, en effet, de nous dégrossir le sujet en quelques minutes. Dégrossir en quelques minutes. Je vais Ce sujet complexe. On va replacer, je pense, l'acteur final de tout ça, c'est le patient. L'acteur final, c'est pas l'hôpital. Et dans cet hôpital, il y a d'ailleurs plusieurs acteurs. Mais on va replacer le patient. Alors l'histoire du circuit et surtout de la sécurisation et de la traçabilité, elle a commencé il y a un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, avec les valves cardiaques et effectivement une déclaration au ministère. Et puis derrière des grands textes fondateurs, dont le décret de novembre 2006, le décret de matériaux-vigilance qui décrit les règles de traçabilité et qui définit les rôles très précisément du pharmacien qui est responsable de l'enregistrement des données entrantes de traçabilité par un système informatique, c'est ce qui était déjà décrit notamment dans le contrat de bon usage. Et au moment de la pause, le service effectivement devait compléter ces informations d'identité de produit à l'époque, on parlait de dénomination et de référence, en ajoutant le lieu de pause, la date de pause, et ces informations dans ce décret étaient versées au dossier patient qui à l'époque était effectivement plutôt papier, et le patient devait recevoir à l'issue de ses soins un document sur lequel figuraient les informations de son implant. Donc à l'époque, référence produit, dénomination fournisseur et puis numéro de lot, bien sûr. Et la lettre de liaison envoyée au médecin traitant devait parler,
indiqué qu'un dispositif médical avait été implanté au patient. Et au fur et à mesure du temps, c'est pour ça que vous avez cette pyramide, on est allé de plus en plus loin et là on est à un carrefour dans les hôpitaux où on doit continuer effectivement à mettre en œuvre cette traçabilité, mais avec des obligations supplémentaires qui vont dans le sens de la transparence d'ailleurs, donc dans le sens du bien-être du patient. Et donc je suis un petit peu aussi interpellée quand j'entends tout à l'heure qu'un libellé, enfin une dénomination fournisseur, c'est quelque chose qui lui est propriétaire et n'est pas très défini, puisqu'on peut avoir des référentiels. On a Europharmat aussi qui a défini des dénominations sur lesquelles les fournisseurs peuvent s'appuyer pour définir un libellé de produit qui soit un peu plus signifiant pour tout le monde, pour le professionnel de santé et également pour le patient. Et donc aujourd'hui, on parle d'interopérabilité avec l'IUD. C'est repris dans l'arrêté de septembre 2021. C'est-à-dire que cette IUD, l'IP, on le connaissait déjà. Maintenant, on a l'ID à gérer. Et on verra que ce n'est pas si facile que ça. Et que cette information, elle doit être chaînée depuis notre réception jusqu'à la pose au patient. Et on va jusqu'au DMP maintenant. Donc on sort des frontières de l'hôpital. Cette information, elle est mise dans le DMP, elle est mise dans le DP. Et c'est vraiment très important de pouvoir avoir des informations qui soient donc correctes et valides dans le bien-être du patient, puisque s'il opérait à Lille demain, il peut être pris à Valenciennes ou à Marseille un autre jour. Voilà, et donc ce texte fondateur, nous on le connaît bien sur Pharmat puisqu'on a participé à sa rédaction, est apparu en septembre 2021 et il s'adresse au DMI et il se veut de mettre en assurance qualité tout le circuit du DMI à l'hôpital. Et que tous les acteurs de cette sécurisation soient partie prenante avec la direction qui va nommer son responsable système management de la qualité et qui va effectivement être un des moteurs de cette mise en assurance qualité, de définir dans tous les responsables, enfin tous les acteurs autour du circuit, de les former, de mettre en place un système interopérable, un système d'information avec l'IUD comme élément d'interopérabilité. Il va animer des formations, la gestion de risque, les RMM doivent être mis en place au sein de nos établissements et fondamental, la gestion des événements indésirables. Donc vous voyez qu'on est sur une vision totale de la mise en sécurisation de ce circuit des DMI, un des pivots étant l'IUD-ID. Donc on a besoin d'avoir des éléments qui soient fiables. Merci beaucoup Anne-Françoise. Et pour étayer un petit peu ce qui vient d'être présenté, l'Omedit, qui ne pouvait pas être en présentiel aujourd'hui, nous a partagé une publication qui va être très très prochainement diffusée et qui est à destination de l'hôpital, des établissements de santé, pour pouvoir permettre une meilleure lecture des responsabilités, justement pour pouvoir répondre à toutes les obligations qui sont contenues aussi bien dans la réglementation sur le dispositif médical que jusqu'aux fameux arrêtés du 8 septembre 2021. Donc on vous partagera tous ces éléments. La publication sera prochainement disponible sur le site de l'Omedit Auvergne-Rhône-Alpes. Et on n'a pas encore le lien, le document est vraiment tout chaud, il s'appelle le Decrypt DM. On vous montre à quoi il ressemble de très loin parce qu'il y a énormément d'informations dedans. Et tous les points de l'arrêté sont décortiqués et repris pour pouvoir faire un audit au niveau de l'hôpital. Et également, il faut signaler Réseau Médit qui a mis en place une cartographie pour pouvoir aller checker, pour aller faire un audit, un état des lieux des outils d'informatisation au sein de l'hôpital, au sein de l'établissement, pour pouvoir faire un diagnostic, vérifier si en effet l'hôpital est conforme et peut répondre à toutes ces nouvelles exigences. Donc, une fois qu'on a vu la complexité, enfin du moins abordée très rapidement, merci beaucoup pour la version express de la réglementation. Si on rentre dans le détail de la manière dont vous gérez les DMI à l'hôpital, Anne-Françoise, est-ce que vous pouvez nous partager la manière... non, peut-être Mohamed d'abord. Mohamed, allez-y. On le refait, mais bon, si vous voulez, si vous insistez.
Donc en gros, je vais être un peu pratico-pratique parce que pour ne pas trop faire peur, enfin c'est pas un domaine qui est vraiment, ça appartient aux pharmaciens aujourd'hui de réaliser la traçabilité. Et effectivement, ça pèse de plus en plus sur nos têtes un certain nombre de choses. Je ne reviens pas sur le contexte réglementaire. Mais en tout cas, nous, avant 2012, on était donc sur une gestion informatique, manuelle. Donc, on faisait vraiment des fiches navettes entre la pharmacie et les blocs opératoires, plateau technique de cardiologie, etc. Et donc, la fiche navette permettait de recueillir un certain nombre de données qui permettaient, dans un deuxième temps, de ressaisir ces données dans un logiciel qui était très limité, qui ne nous permettait pas vraiment de faire des extractions et un suivi optimal. Donc en 2012, on a mis en place une gestion donc, de traçabilité informatisée avec l'aide de douchettes et des codes barres. Donc ceci a été possible donc, grâce à le fait qu'on avait à disposition un certain nombre de dispositifs médicaux implantables qu'on gérait à l'hôpital, dans la spécialité de cardiologie interventionnelle, qui appartenaient à des firmes plutôt américaine. Et dans ce cas-là, donc, le code GS1 128 était présent dans 80% des cas, ce qui était donc possible. Donc je vais être pratique pour vraiment démarrer une traçabilité informatique, pour vraiment faire pratico-pratique. C'est d'abord disposer d'un logiciel. Un logiciel, bien sûr, qui est digne, qui peut répondre à toutes nos attentes par rapport à une traçabilité de la réception du produit jusqu'à sa pose. Dans un deuxième temps, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a listé tous les DMI présents à l'hôpital. Donc, je parle du référentiel. Donc, pour ça, il faut vraiment avoir un référentiel de pharmacie. Et je rejoins donc, bien sûr, tout ce qu'on a dit depuis ce matin. L'IUED, c'est la clé d'entrée. Il faut quelque chose d'uniforme. Parce qu'aujourd'hui, dans le jargon du dispositif médical, l'infirmière qui m'appelle, qui me dit « je veux une tubulure, je veux un cathlon, nos équipes des agents, les préparateurs ne sont pas toujours au fait de ces choses-là. Donc ça passe vraiment par des identifiants et la clé étant l'identifiant unique. Dans un deuxième temps, donc une fois qu'on a fait notre référentiel, on a fait un état des lieux des codes barres et de la possibilité de pouvoir les intégrer dans le logiciel qu'on avait. Donc je cite le logiciel Pharma qu'on a, qui nous a permis soit de faire une reconnaissance directe ou bien de faire un apprentissage de la codification code barre pour permettre vraiment d'avoir une base de données du dispositif médico-implantable avec ces codes JS1 ou HIBC. On avait la présence aussi des codes HIBC. Donc on a pris on a fait vraiment ce travail sur la cardiologie interventionnelle et la rythmologie parce que c'est des DMI qui, comme je le disais, étaient vraiment avec des codes barres normalisés, standardisés. Donc, dans la troisième étape, c'est qu'on a demandé aux fournisseurs, l'aide des fournisseurs, pour nous fournir des fichiers Excel en one shot, parce qu'on a intégré les données une fois le jour où on a décidé de démarrer avec le scan des codes barres. Donc, pour cela, donc, on a demandé aux fournisseurs de nous fournir des fichiers Excel avec les références codes barres qu'on a intégrées dans notre logiciel métier, ce qui nous a permis du jour au lendemain, avec des inventaires bien sûr faits dans les blocs opératoires et la cardiologie notamment, de pouvoir démarrer rapidement cette traçabilité. Donc voilà un petit peu la façon dont on gère aujourd'hui la traçabilité informatique via des douchettes et vraiment en éliminant toute la partie saisie manuelle, ce qui limite, on verra, les erreurs Tout à fait. à ce niveau-là. Merci beaucoup Mohamed. Anne-Françoise, si vous pouvez prendre la suite pour nous expliquer comment c'est organisé au CHRU de Lille, s'il vous plaît. En 2006, le CHU de Lille a acquis un logiciel qui s'appelle Cedistock afin d'assurer la traçabilité telle que décrite dans le décret de novembre 2006. On a choisi cet outil parce qu'à l'époque, il avait une espèce d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que, comme Mohamed l'a dit, on était à 60% de code barre normé et on pouvait apprendre à l'outil lorsqu'on réceptionnait un implant avec le code barre non normé à le reconnaître. Et ça nous a permis d'emblée de couvrir tout le champ des dispositifs médicaux implantables. Donc aujourd'hui, on est à 72 000 implants posés par an.
de la réception et également dans le bloc opératoire. On a mis à disposition du tout bipable à nos services, c'est-à-dire que nous étions un peu les garants de l'information entrante, que le code barre pouvait être interprété, reconnu par le système d'information, et au bloc opératoire, il venait doucher l'identité patient et même l'indication, avec des interfaces qui avaient été déployées entre notre référentiel produit de notre GEF, également un interface avec notre gestion des malades, la gamme, qui permettait de saisir facilement l'IEP, avec remise de 2 documents comme ça avait été prévu, demandé dans le décret. Donc ça fonctionne somme toute pas mal depuis longtemps. Ce qu'on a vu évoluer de par le temps, c'est que de plus en plus de fournisseurs sont allés sur des GTIN ou des codes barres normés, ce qui a permis encore d'approfondir et de pouvoir remettre des informations de plus en plus fiables. Le maximum de réétiquetage qu'on ait pu faire, parce qu'on était contre, c'était 2% de nos références, parce que vraiment, il n'y avait rien sur lequel on puisse s'appuyer. Et notre volonté était d'offrir du tout bipable au bloc pour éviter toute erreur de ressaisie. Voilà. Et donc maintenant, eh bien, il va falloir qu'on se requalifie en regard du RETEX. Il va falloir qu'on aille beaucoup plus loin dans notre interopérabilité puisqu'on doit aller jusqu'au DMP. Donc on est reparti pour reconstruire un système d'information et aussi intégrer cette IUD-ID, qui ça a l'air simple, mais on en reparlera tout à l'heure, ça ne l'est pas forcément toujours. En tout cas, d'autres enjeux pour nous et surtout de garantir une information fiable pour notre patient, puisqu'on doit même aller jusqu'à une information dans la lettre de liaison. Merci. Et au niveau des achats et des approvisionnements, Patrick, est-ce que vous voulez compléter les propos d'Anne-Françoise ? Je voudrais surtout compléter les propos de Jean-Michel tout à l'heure, qui a tendu la perche en disant qu'effectivement, un élément fondateur de l'achat, c'est le catalogue. Et effectivement, le fait de pouvoir disposer de l'information de l'IUD directement de manière intégrée au travers des catalogues, ça va être un élément fort, parce qu'on voit bien que l'IUD, et vous l'avez martelé toute la journée, c'est un élément de renforcement de toute la sécurité donc auprès du patient, mais aussi de la sécurité d'approvisionnement, s'il n'y a pas d'ambiguïté sur l'identité du produit que l'on veut commander, qu'on veut s'approvisionner, il n'y en aura pas jusqu'au patient, avec le travail effectivement qui est fait dans l'établissement, et jusqu'à la facture, qui est aussi un élément très important pour le fournisseur. Donc effectivement, ma conviction, c'est que l'IUD doit trouver sa place, mais ce n'est pas, ça ne va pas se faire de manière automatique. Il va falloir qu'on construise, je dirais, une chaîne de valeur qui est basée sur la capture, l'intégration et l'interprétation correcte de l'IUD. Oui, tout à fait. Donc l'IUD est au cœur, c'est ce qu'on a déjà vu, et il va falloir que cette IUD puisse être interopérée. Vous avez évoqué différents outils, différentes solutions informatiques pour pouvoir gérer. On entend qu'il y a des évolutions. Il va falloir intégrer aussi, gérer ces évolutions dans vos systèmes d'information et les différents systèmes qu'on peut retrouver en effet à l'hôpital. Donc là, c'est au niveau des outils. Vous avez évoqué, Anne-Françoise, quelques difficultés par rapport à de la lecture de code. Si vous pouvez un tout petit peu nous en parler. Il est coupé. On s'est amusé à faire des audits et puis on a aussi travaillé pour mettre à disposition des établissements. C'est en lien avec la DGOS, donc c'est une déclaration pour les établissements de déclarer les IUD non conformes. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par IUD non conforme ? C'est parfois le code barre n'est pas normé. Il est normé, mais le fournisseur ne respecte pas, ou le fabricant qui appose cette IUD ne respecte pas la syntaxe des normes. Par exemple, ça peut être, il est bien, il est correct, mais il reste non lisible parce qu'il est très grand et donc les douchettes tout simplement ne peuvent pas le capter. Donc on a fait un audit ces derniers temps sur une semaine à peu près de réception d'implants, 684 implants et 369 références en fait. À aujourd'hui, sur ce qu'on réceptionne, 11% ont un double identifiant.
c'est-à-dire, pour ne pas les citer, GS1 et HIBC. Ça peut être perturbant pour nous parce qu'il suffit que l'un ne soit pas correct pour que ça puisse perturber notre traçabilité finale. Mais ce qu'on voit aussi, je pense, c'est que les fournisseurs sont en train de migrer d'un fournisseur de normes à un autre, mais en attendant, ils font perdurer, par exemple, deux identifiants. Un seul code barre était non lisible sur 369, donc ça veut dire qu'on y est. On y est quand même là sur l'IUD-ID. Et sur la part de GS1, on était seul, on était à 88%. Alors là où j'ai aussi relevé un seul ne respectait pas la syntaxe de la norme sur le GS1, donc je trouve que c'est vraiment bien. Il y a eu un gros travail pour essayer d'accompagner ça. Alors au quotidien, on peut vous en parler avec Valérie, on a pas mal de sollicitations pour faire des vérifications justement parce qu'il y a des règles pour pouvoir gérer la partie donc AIDC et la partie HRI, le code barre et la partie lisible. Et on s'aperçoit quand on est dans des salons par exemple qu'on peut aller scanner certains codes et on s'aperçoit qu'ils ne sont pas forcément bien encodés ou qu'il peut y avoir en effet des erreurs. Donc on est là aussi pour aider à ces sujets-là et notre but c'est d'essayer de faciliter l'accès à l'information. Vous avez des brochures qui sont disponibles. La brochure qui peut être intéressante à ce niveau-là s'appelle « Êtes-vous prêt pour l'UDI ?» Elle est disponible en papier pour les personnes en présentiel, mais elle est surtout présente en ligne pour éviter de consommer du papier. Donc n'hésitez pas à télécharger la brochure et vous avez toutes les informations pour la codification. Et au besoin, il y a des General Specifications GS1, 516 pages. On va éviter de trop rentrer dedans, mais sachez qu'il y a quelques règles qui sont en effet importantes pour s'assurer que les dispositifs sont bien encodés. Donc ça fait partie aussi de notre travail d'aller partager ces bonnes pratiques. Alors on avait 3 IUD, l'absence d'IUD lisible, donc dans ce statistique. Moi, ce qui m'occupe, qui m'inquiète là en ce moment, c'est qu'on s'est amusé à enregistrer ces IUD-ID comme une donnée entrante, comme l'IUD-IP. Et on a regardé, on a extrait toutes nos données de traçabilité. Et il y a 4% à peu près des références où, pour une référence, j'ai plusieurs IUD-ID sur 4 mois. Et je peux aller pour une référence à 2 IUD-ID différents, voire 8. Donc ça m'inquiète et c'est une question que je pose. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir autant d'IUD-ID différents? Et là, je ne parle que de 4 mois. Voilà. Et là, très clairement, ça ne répond pas aux règles qui sont édictées où on est censé avoir un code pour un produit donné. Donc, il y a un travail à faire, en effet, pour aller nettoyer en effet ça. Mais merci, c'est important d'entendre ça parce que ce type d'événements viennent gripper tout le mécanisme. Donc, c'est problématique. Après, ce qu'on entend aussi quand même, c'est que la majorité répond correctement, en effet, aux règles. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et en ce sens-là, le standard fait sens, en fait. Donc, au niveau des bénéfices, si vous pouvez nous résumer les bénéfices que vous rencontrez au quotidien quand les codes sont bons, quand le GTIN est bien embarqué dans l'IUD et que vous pouvez dérouler toute la chaîne correctement. Quels sont les bénéfices pour vous, Mohamed, si vous voulez enchaîner? Moi, je reviens juste 2 secondes sur les outils. Et effectivement, aujourd'hui, donc avec nos structures hospitalières qui grossissent, on a besoin plus que jamais d'avoir un identifiant unique pour vraiment se retrouver. Parce que je parle du GEF et je salue Georges Nicolas ici présent, donc ancien chef de pôle, donc qui a contribué à la fusion donc, de nos 3 PUI. C'est vrai que c'est un challenge de pouvoir réunir des bases de données qui étaient vraiment dans des logiciels différents. Et je reparle aussi de l'interopérabilité avec des systèmes d'information qui sont vraiment, c'est des toiles d'araignée. Donc on ne sait plus où on est, quoi. Au bout d'un moment, il faut vraiment restructurer les choses et avoir des référentiels, un référentiel de base. Je rejoins Patrick quand il dit, donc vraiment c'est à la base, c'est à l'achat. On est d'accord que nous, pour ça, on a travaillé beaucoup depuis la fusion, pour harmoniser nos pratiques, avoir un référentiel unique. Et ça, c'est vraiment la base, parce que dans les outils, il y a ça aussi. Et ce travail se fait
beaucoup avec l'aide des Comédims de référencement, les centrales d'achat, hein, donc bien sûr, Oresa et d'autres. Et tout ça, c'est vraiment un travail en amont qu'il faut. Voilà. Après, les outils, donc avoir une idée, oui, moi, sincèrement, je l'attends depuis des années qu'on en parle. Et une dernière chose que je voulais dire, c'est que la traçabilité aussi, je pense qu'il faut vraiment la vendre au niveau des services. Il faut être au plus près du patient, parce qu'après tout, la finalité, c'est le patient. On ne parle pas de choses juste... voilà. Donc, on a besoin de savoir, à un moment donné, à quel patient on a posé tel implant, tel lot, tel... voilà. Et là-dessus, donc, il faut vraiment travailler avec les équipes soignantes. Et moi, je sais qu'en cardiologie interventionnelle, en rythmologie, je leur ai vendu le logiciel, ils l'ont pris en main. Et aujourd'hui, on fait avec. Et effectivement, après les erreurs, on ne peut pas dire qu'on est à 100% prêt, mais en tout cas... on a fait les choses sans la contrainte. Donc, en 2012, on a démarré les choses. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'est qu'en train de s'améliorer. Et c'est ça qu'on nous demande, c'est de montrer qu'il y a une dynamique. Et après, derrière, qu'il y a une... voilà. Et en termes de bénéfices, moi, je vois beaucoup de gains de temps. Je vois il n'y a plus de saisie à la douchette, au scan. Il n'y a plus de saisie manuelle. Donc, on est vraiment... la gestion des risques, l'arrêté, on l'a devancé. Je veux dire, on espère être au-devant de tout ça. Et ça, voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas attendre de les arrêter, je ne sais pas, mais il faut d'abord bosser, puis après, on se dit on va être en conformité avec ce qui arrive. Et c'est notre métier. On n'attend pas les choses pour les faire, mais on les fait. Voilà. Merci Anne-Françoise et Patrick pour rebondir aussi sur les bénéfices que vous voyez dans votre quotidien à pouvoir intégrer les standards et que l'information qui vous est poussée soit correcte. Mohamed a déjà dit, le bénéfice, c'est la sécurisation. C'est tout. Dès lors que nous, on a une information qu'on intègre par la lecture douchette, elle n'est donc pas changée. Et dans le bloc opératoire, c'est simple pour eux. Parce que sinon, si effectivement ça ne matche pas, c'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas, parce qu'ils doivent assurer la traçabilité aux patients, si lorsqu'ils vont venir saisir l'information par SAAD, ça ne matche pas, le risque, c'est qu'ils aillent prendre une ligne, histoire de sortir de ça, c'est-à-dire d'assurer une traçabilité. Et donc cette erreur-là de sortie, elle se répercute bien sûr sur la traçabilité sanitaire, mais au-delà même sur la gestion au quotidien de nos arsenaux, sur les recommandes, sur tout ça, quoi. Donc c'est tout le circuit qui est impacté. Donc il faut que ce soit simple, parce que notre métier est déjà suffisamment complexe. Et donc pour garantir une bonne traçabilité, une bonne gestion de stock, des bons approvisionnements, une bonne matériaux-vigilance, bien sûr, ça va sans dire. Merci. Patrick, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Oui, moi je voudrais parler au nom d'Europharmat, parce qu'en fait Europharmat, c'est une préoccupation qui est au cœur de notre action depuis toujours. Le premier guide de traçabilité qui accompagnait le décret de novembre 2006 a été coécrit par Europharmat et la NSM. Il avait une vertu pédagogique, c'était de s'approprier les concepts et de commencer à semer des graines qui ont fait qu'effectivement ça a permis après à des équipes hospitalières d'installer des solutions durables. Et puis à faire comprendre aussi à nos décideurs hospitaliers qu'il fallait des solutions informatiques correctes. Mais néanmoins, on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas, puisque les enquêtes menées par la DGOS en 2014-2015 ont montré quand même un très faible taux d'informatisation du circuit des dispositifs médicaux. C'est tout à fait dramatique. Donc Europharmat a continué à alimenter ce besoin en militant très fort déjà auprès de l'ASIP Santé dès cette époque, dès 2016, pour dire que l'information qui était détenue dans nos dossiers médicaux, elle devait également être partageable, ce qui maintenant est rendu possible. Une des vertus de l'IUD, c'est qu'aujourd'hui, il peut alimenter directement la lettre de liaison de sortie. Puisque, enfin, sans dévoiler ce que va dire Eric, c'est un effort qui a été fait. Et ça, donc, notre société savante, elle pousse dans ce sens-là. Elle pousse dans le fait d'avoir une couverture, la meilleure couverture des besoins sanitaires des patients. Les deux gros scandales sanitaires auxquels on a été confrontés en France, PIP et Eschour, ce n'est pas les systèmes d'information des hôpitaux qui ont permis de retrouver malheureusement les implants posés. Il a fallu quand même réinterroger les registres et les bases de données des chirurgiens poseurs. Donc on a un vrai problème de santé publique qui a été aussi mis en avant par Implant Files. Donc l'action d'Europharmat va même jusqu'à avoir fait une enquête auprès des patients sur la connaissance des dispositifs médicaux dont ils étaient porteurs. Parce qu'il faut aussi associer le patient, bien sûr,
à sa connaissance de son dispositif médical. Mais ça, on est sur un versant clinique qui nous dépasse. Mais la qualité de l'information qui va être dans le dossier, elle est fondamentale. Et c'est le rôle qu'on veut donner à l'IUD. Tout à fait. Et à noter également une étude de MedTech Europe au sujet de tous les implants également, avec toutes les notions de carte d'implant qui font partie de la réglementation, et la carte d'implant embarque les informations du DI. Donc c'est important aussi de se dire que toute la chaîne jusqu'au patient, le patient il va avoir les informations dans son dossier, mais il va aussi avoir pour tout implant posé la carte qui va comporter ces informations spécifiques pour l'implant qui lui a été posé. Et il pourra donc aller voir sur la base d'Eudamed un minimum d'informations. Et la boucle étant bouclée, on aura les informations qui seront en effet disponibles dans Eudamed pour vérifier les implants. Il y aura les informations de vigilance et autres qui pourront être suivies. Et donc, alors, si je résume un petit peu, vous avez des approches qui ont été un petit peu différentes, mais qui ont commencé très tôt dans vos différentes structures hospitalières. Avec, en effet, vous avez pu intégrer des démarches assez avant-gardistes grâce au soutien d'organisations qui ont été vraiment moteurs pour faire bouger les choses à ce niveau-là, pour aller vers de l'interopérabilité. Donc le fameux mot arrive et nous avons gardé Éric Sebelin de l'Agence du numérique en santé justement pour rebondir sur le sujet pour une publication qui va prochainement être disponible. Et donc si vous pouvez nous présenter en effet les travaux de l'ANS qui vont tout à fait dans le sens de ce qui est attendu au niveau des établissements. Effectivement, donc déjà le premier travail de l'ANS, ça date depuis 2016. Effectivement, on a été mandaté par Europharma, comme l'avait dit Patrick, et le SNITEM pour définir en fait un volet de traçabilité des dispositifs médicaux implantables en établissement de santé. Donc là, c'est un travail qui date donc de quelque temps. On l'a remis à jour et puis effectivement, donc là dernièrement, on a une publication qui a été mise en concertation en décembre. Et cette concertation, on est en train de la mettre à jour tous les documents, le volet entier, pour une publication à l'été de cette année. Alors, effectivement, c'est un volet qui est assez lourd parce qu'il y a 3 documents dans ce volet. Il y a un document qui est un document métier qui est vraiment maintenant proche du règlement, donc qui décrit le règlement européen de 2017-745 et l'arrêté du 8 septembre 2021. Et dans cet arrêté, on a bien donc le circuit du dispositif médical en établissement de santé. Et à chaque étape de ce circuit, nous avons des données importantes à transmettre entre applicatifs. Et donc ce sont des données maintenant qui vont devenir opposables. Et dans ces données, il y a évidemment l'UDI et il y a d'autres. Donc nous, dans notre document d'études métiers, on décrit, on modélise, en utilisant effectivement l'arrêté, on n'a rien inventé, les données qui vont être transmises entre applicatifs, par exemple, pendant une commande, comment ça peut se passer, ou une livraison d'un DM, ou une pause d'un dispositif. Et pendant ce circuit, nous mettons en évidence des flux qu'on appelle de traces. Et c'est là où, avec les normes et standards, on a défini une spécification technique pour implémenter ces flux de traces qui correspondent à une récolte ou une façon de capter de tous les types d'événements qui peuvent être indésirables ou voire des événements informatifs dans ce circuit du dispositif. Alors, ces événements de traces sont envoyés vers un gestionnaire de traces qui lui-même peut être consulté via des requêtes et via des transactions spécifiques. Donc, on a donc
une spécification donc en trois parties, à la fois métier, on définit la norme qui définit les événements, enfin la traçabilité, et une spécification technique qui décrit comment cette traçabilité, cette norme peut être projetée vers des normes standardisées qui existent, par exemple Fire. Et donc, nous sommes d'accord, en fait, le cœur, le lien, le pivot qui va permettre, en effet, dans ce circuit, de pouvoir tracer tous les événements, ça sera notre UDI. Eh bien, c'est l'UDI lorsque tous les logiciels ou les référentiels pourront, effectivement, le communiqueront. Voilà. Alors, nous avons modéliser en fait dans cette étude, je dirais le dispositif médical, mais pas dans sa globalité, dans ce qui nous concerne nous, dans l'étude en fonction des cas d'usage que l'on traite. Et donc cette modélisation, elle incorpore bien entendu l'UDI puisque c'est la clé de voûte, mais on l'a pas passé en obligatoire dans la modélisation. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, il y a d'autres identifiants, des identifiants locaux qu'il faut vraiment tenir compte. Et voilà, donc du coup, le jour où, dans un monde formidable, idéal, où l'UDI sera accessible et sera communiqué partout, oui, c'est vrai qu'effectivement, le lien entre, pour tracer, encore une fois, tous les événements, de la pause, s'il y a eu un problème de pause, jusqu'à la commande en remontant la chaîne. Et donc la parution est prévue pour cet été. Pour cet été. C'est le roman de l'été. Ça sera le roman de l'été disponible sur la plage. Sur la plage. Ça sera captivant. Hein. Est-ce que vous souhaitez rebondir parce que vous avez participé aux travaux pour préparer cette étude ? Relecteur, très modestement, non, enfin, et promoteur aussi, parce qu'Eurofarmat aussi fait la promotion auprès. Alors, en fait, c'est tout un écosystème. Comme vous l'avez dit ce matin, tout le monde doit monter en compétences, tout le monde doit apprendre, tout le monde doit connaître. Donc, Eurofarmat fait aussi beaucoup de travail, je dirais, de pédagogie dans ses congrès. Il y a aussi une excellente série. Alors, c'était la série de l'an dernier. C'est les jeudis de l'IUD, 5 épisodes disponibles en ligne sur Eurofarmat, où les différentes parties prenantes ont pu prendre la parole, dont Eric, pour montrer qu'en fait, c'est une progression qui doit se faire dans tous les compartiments. Et on attend de ce guide qu'il permette aux maîtrises d'ouvrage hospitalières de ne plus se planter, et qu'il y ait une sélection sur les éditeurs de logiciels qui seront capables de manipuler correctement l'objet dispositif médical, parce que jusqu'à présent, il était maltraité, parce qu'il était mal connu, parce qu'il était mal décrit. Et toi, tu as essuyé les plâtres. Si tu veux en dire 2 mots. Non, mais enfin, je pense que tout a été dit. Effectivement, c'est toujours la même problématique parce que quand un dispositif médical rentre à l'hôpital, une base, un médicament, si je prends le parallèle, on a un Vidal. On a un Vidal qui décrit les choses, il y a un libellé bien précis, un dosage, un conditionnement, etc. Pour le dispositif médical, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. D'autant plus qu'on est dans d'autres échelles de quantité. C'est des millions de références. Voilà, donc dans ma base de données à l'hôpital, moi j'ai 15 000 références, j'ai un tiers de DMI classe 3. Donc c'est sûr que avant d'unifier nos bases, déjà quand on est parti de chaque site, chacun appelait son produit comme il le souhaitait. Donc c'est toute la problématique. Aujourd'hui, tant qu'on n'a pas un dénominateur commun, on ne peut pas se parler. Et que dire de quand on s'adresse à l'infirmière et au médecin, au chirurgien, chacun est dans son langage qu'on ne peut pas se comprendre. Donc effectivement, là, on est vraiment dans l'attente d'avoir vraiment ce pivot, quelque chose qui peut, ce standard pour pouvoir communiquer et interopérer avec tous les systèmes d'information qui sont disponibles. Eric, est-ce qu'on peut vous demander qui sont les lecteurs de cette étude et des différents guides? C'est à destination de qui? De tout le monde. La partie métier, c'est plutôt effectivement des professionnels plutôt métiers. Après,
ça s'adresse aussi au DSI, ça s'adresse à des personnes un peu plus techniques pour la partie technique, la spécification technique. Mais oui, ça s'intéresse au plus grand nombre. Y compris Et aux c'est offreurs de en solutions, publication publique. Hein. aux éditeurs. Oui, tout à fait. Bah oui, aux industriels. Tout à fait. Voilà. Merci pour le partage de cette étude. Et nous avons eu un petit message de Karine Véron de l'Omédit Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a confirmé que le support qui vous a été présenté, le Decrypt DM, est disponible en ligne sur le site de l'Omédit Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, c'est un petit complément d'information live. Donc merci beaucoup pour ce retour d'expérience et sur votre quotidien à l'hôpital autour de ce sujet extrêmement complexe du dispositif médical implantable. Et on voit que le standard et l'interopérabilité sont les maîtres mots pour pouvoir aller vers une approche beaucoup plus vertueuse, en effet. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, bonjour. Sur les 11%, vous avez double codification GS1 et HIBC. Vous avez décidé de garder quoi comme étant l'UID, puisqu'il doit être unique? Et donc, par définition, vous en avez donc du coup 2 pour un même produit. Vous avez décidé de garder lequel? Comment sacrifier le deuxième? Comment sacrifier le deuxième? Parce que, en fait, ces deux codes vont aller jusqu'à l'utilisateur qui va le tracer à la poste du patient. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on garde les deux et qu'on s'arrange pour que les deux soient utilisables, mais c'est pas simple. Mais effectivement, c'est plutôt du côté GS1 qu'on va parce que le taux de conformité est supérieur dans le respect de la syntaxe de la norme. Et je pense qu'il y a une... Juste, je finis. Il y a une mutation. Ce que je vois, il y a une mutation des fournisseurs qui vont plutôt... je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais c'est une réalité, vers chez Aswan. Je pense qu'ils pourraient nous le confirmer. Et Eudamed prévoit la possibilité d'avoir un UDI secondaire. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un UDI avec une entité d'attribution comme GS1 et la possibilité d'avoir un deuxième UDI avec une autre entité. Mais ça, c'est dans l'usage qu'on en fait, en fait. C'est l'usage qui doit être rationalisé. Pour l'usage jusqu'au bloc, je comprends très bien que vous gardiez les deux. C'est après, moi, ce qui m'intéressait, parce que je travaille dessus, c'est les éléments qu'on doit envoyer à la TIH, par exemple, pour les documents. On va être obligé d'en mettre qu'un seul code dans le fichier qu'on doit envoyer. Donc, du coup, lequel doit-on nous choisir informatiquement, puisque je fais voilà, où je choisis. Alors, j'ai choisi GS1 pour ne pas faire de publicité. Non, je vous le confirme, mais j'ai choisi. Personne ne m'a rien dit, en fait. Bah oui. Mais sur le fichier, je pense au départ, ils n'avaient pas prévu assez de caractères pour intégrer l'UPN de l'HIBC. Mais ils sont en train de modifier. Non, mais c'est une excellente question. Parce que sur je pense de mémoire, mais peut-être Patrick, tu pourras, ou Mohamed, sur ce qui est affiché sur le ministère, je pense que c'est uniquement les UD GTIN. Et ce n'est pas une réalité. Hein. Ce que dont parle M. Boré, c'est les DMI intra-GHS, qui est un sous-sujet dans le sujet. Mais effectivement, il y a un levier important pour les hôpitaux actuellement, c'est transmettre donc la traçabilité des DMI utilisant le cas des GHS, et c'est l'IUD qui a été choisi. Mais je confirme que sur le site du ministère, seuls les IUD GS1 sont publiés. Mais la réponse, elle est dans la question quelque part. Quand on envoie un fichier à la TIH, il faut se conformer aux tables qui sont publiées. Donc vous pouvez transmettre que selon le code qui vous a été imposé. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Laurence et Aurélie m'en voudront pas parce que j'ai deux dadas. J'ai parlé du libellé tout à l'heure, j'en ai un deuxième, c'est l'acquisition des données. C'est-à-dire comment est-ce que vous faites pour intégrer l'ensemble des données, que ce soit un référentiel article ou les données de traçabilité dans votre système. En l'occurrence, nous, on a été très bien accompagnés par AGP sur la mise en place d'un pilote qu'on a fait avec Expertise Santé, qui a joué le jeu côté éditeur. Par contre, on a énormément de difficultés avec les autres éditeurs pour développer les interfaces, pour pouvoir récupérer facilement les informations. En l'occurrence, la perspective, c'est de faire de l'EDI, ce qu'on fait justement sur notre pilote sur Saint-Étienne, avec des échanges bons de commande, accusés de réception, bons de livraison complètement dématérialisés. Donc c'est l'intérêt du standard GS1, c'est de pouvoir faire ça, hein, c'est de poser les fondations. Je voulais savoir comment vous gérez ça dans vos établissements, parce que nous, on n'a pas réussi pour l'instant à dépasser notre pilote avec Expertise, avec les autres éditeurs. Ah ben, c'est exactement c'est pour ça que tout à l'heure, Laurence m'avait
sollicité. C'est la question que je me pose. Comment on fait ? Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Je comprends tout à fait ce que vous dites et je pensais trouver les réponses aujourd'hui, comme beaucoup d'ailleurs, on pensait beaucoup trouver votre réponse. On revient avec plein de questions, mais on revient effectivement avec l'assurance qu'on n'est pas les seuls à se poser la question. Donc effectivement, c'est peut-être des choses à travailler en groupe de travail. Mais moi, j'aimerais bien effectivement trouver la solution du référentiel. Mais quand ma consoeur me dit attention, tu vas avoir plusieurs IUD pour une même référence, ça me bloque dans mon élan. Je me dis voilà, c'est quoi le bon choix ? Donc pour l'instant, moi, j'ai pas de réponse. Bon, en tout cas, il y a matière à travailler sur le sujet. C'est ce qu'on s'est dit aussi en discutant aujourd'hui et avec les jeudis de l'IUD organisés par Europharmat. Il y aura de nouvelles sessions d'ici le mois de juin, je crois. Vous pouvez continuer à faire de la pub ou pas ? Non, oui, je pourrais toujours faire plein de pubs pour Europharmat. Non, mais je pense pas parce que c'est quand même assez lourd à préparer. Et qu'effectivement, quand on avait fait notre web-série qui s'est étalée justement de mai en juin, elle avait été déjà conçue dès le mois de mars. Et là, effectivement... On est un petit peu en retard. On ne sait pas qu'on n'est pas en retard, c'est qu'on ne l'a pas encore décidé de la faire. Ok, mais en tout cas, à suivre. C'est comme Game of Thrones, on se laisse désirer. Et il y a de vrais sujets. Y a-t-il encore des questions ? De toute façon, n'hésitez pas à les poser et on pourra relayer. Et maintenant, vous aurez identifié qui pouvait être en relais sur tous les sujets qui ont été abordés pendant la journée. Merci. Oui, bonjour. Donc, la société Promédéo. Donc, on a un volet aussi particulier, c'est la gestion des produits par RFID. Ça commence à se déployer un petit peu en France, dans les hôpitaux. Et tous les jours, on utilise la normalisation des produits. Et je voulais apporter un retour d'expérience au niveau de l'UID, c'est qu'effectivement, un fabricant, pour nous, qu'on utilise tous les jours les UID dans la gestion des stocks et dans la traçabilité, un produit peut avoir plusieurs UID dans sa vie. Et donc, dans les bases de données hôpital et dans toutes les bases de données qui vont interopérer dans les données, il faut pouvoir gérer des tables de plusieurs UID pour un seul produit. C'est effectivement la complexité, mais aussi, il faut comprendre l'avis du fabricant, du produit chez le fabricant. C'est que s'il change, de ce que je comprends, s'il change un packaging, un élément dans son produit, il doit changer son UID aussi. Donc, les hôpitaux sont, entre guillemets, obligés, enfin, les logiciels sont obligés de gérer plusieurs UID pour suivre un produit. Et donc, pour moi, si on doit remonter dans la liste des patient, remonter dans le dossier du patient, c'est qu'en fait, coupler l'UID avec toutes ses spécificités, alors je ne sais plus les termes UID complets, avec date de péremption, avec tous les éléments spécifiques même du produit qu'il a reçu. Et là, l'UID tout seul ne peut pas fonctionner. Et le RDM définit dans quelles conditions le fabricant doit changer son IUD. Tout à fait. Par exemple, des contre-indications nouvelles, des précautions d'emploi nouvelles, ça va impacter, je pense que vous le savez tous, un changement d'IUD-ID. Et donc, je rajouterais même, Monsieur Marchand, c'est qu'il faut administrer aussi les conditionnements supérieurs. Donc, il faut chaîner les conditionnements supérieurs. Et c'est prévu dans la réglementation. Merci beaucoup pour ces échanges. Ah, tu voulais répondre ? Okay. Merci. Juste concernant les règles de changement de code, il existe un document sur les règles de changement de code. À partir du moment où on va changer certains attributs du produit, le code va changer. À partir du moment où on va changer des attributs, le produit n'est plus le même. Donc il n'y a pas un produit qui a plusieurs codes, mais il y aura plusieurs produits qui auront chacun leur code. Puisque on change un attribut, on change de produit, donc on change de code. Normalement, à partir du moment où on change des attributs, on change de référence. C'est ça. Bah oui. On change de marque, on change des couleurs, on change. Voilà, c'est plus le même produit, c'est un changement de référence, un changement de code. Normalement, ce qui est prévu au niveau de la réglementation, ça serait aussi d'avoir un changement de code, et y compris dans la règle GS1. Ouais. Toute dernière. Excusez-moi d'intervenir, Denis Duranviel, DM Expert. Pardon. Oui, j'ai discuté avec M. Marchand tout à l'heure, justement, et on évoquait le cas des implants, par exemple un implant orthopédique, et il peut arriver malheureusement qu'au moment où l'infirmière
présente l'implant au chirurgien, l'implant échappe et tombe par terre. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec cet implant? Il va retourner chez le fabricant, il va être nettoyé, restérilisé. Enfin, tombe par terre, c'est peut-être le mauvais exemple. Il peut être simplement faute d'asepsie. Voilà, bon, donc il n'est pas utilisable. Il retourne chez le fabricant, il va être nettoyé, restérilisé et réemballé. C'est bien le même produit. On ne va pas changer de code produit. C'est bien le même produit qui est comment on dit? Voilà, oui. Reconditionné. Donc, nouvelle idée ou pas? Je ne sais pas. Potentiellement, c'est un nouvel IUD IP. Mais l'idée ne change pas. L'idée, le statique ne changerait pas et l'IP changerait. Quand même assez, donc l'IUD complet change. Assez, ça serait voilà. ça. Merci pour cette fin de session de table ronde. Il y a de vastes sujets autour du dispositif médical implantable. Merci à vous d'avoir participé, de vous être investi pour cette journée. Merci.